Marceau, le soir. Avec Marceau. Radio X. Christian Page est là. Il est journaliste, chroniqueur, auteur, conférencier. C'est l'enquêteur du paranormal. Il est avec nous chaque semaine. Cher Christian, salut! Salut Yannick. Sona Backboy, est-ce que tu connaissais ça, toi? Non, j'en avais jamais entendu parler avant que tu l'évoques en ondes. Ouais. Et j'avoue que c'est pas vraiment un endroit que je serais tenté de fréquenter. Ouais, mais bon. Parce que je lisais, parce que le sauna Backboy à Québec est en vente, puis ça disait qu'il accueillait tous les gars tous les gars là, je veux dire que ce soit des hétérosexuels, des homosexuels et tout ça. Sauf que si t'es hétéro puis tu t'en vas là, il y a juste des gars qui sont en petite tenue puis qui veulent avoir des relations avec d'autres hommes, là. Ça doit pas être facile pour un hétéro là. Tu sens pas bien. Tu dois te sentir en minorité. Tu sens pas bien. Ouais. Tiens, on va passer à autre chose. Alors que tout le monde est tendu autour de toi. Ouais. Toi, tu l'es tout autant, mais c'est pas nécessairement physique, c'est à l'intérieur. Oui, exact. Ouais, voilà. Hey, on parle de quoi cette semaine, mon cher Christian? Ben écoute, je te laisse aller avec le choix que tu veux, mais écoute, il y a eu une actualité qui était plutôt riche. Mais écoute, je vais te commencer avec un petit mystère historique. Oui, allons-y. Écoute, on aime ça les mystères historiques parce que ça nous fait cogiter un peu à la Sherlock Holmes. Donc, je te rappelle un événement de l'histoire, quand même l'histoire récente. On est le 24 novembre 1971. Et là, on a un appareil, un avion de la Northwest Orion Airlines qui se prépare à décoller de l'aéroport de Portland vers Seattle. C'est un vol très très court, une vingtaine de minutes à peu près en vol. Et puis, parmi les passagers, il y a un homme qui monte à bord. Il est vêtu d'un costume d'homme d'affaires, une cravate, et il a des lunettes fumées. L'appareil est relativement vide. Hein? T'as le pilote, le copilote, une hôtesse, et il y a 36 passagers à bord. Dès que l'appareil est en vol, notre bonhomme en question, qui est inscrit sur la liste des passagers sous le nom de Dan Cooper, donne un papier à l'hôtesse. Et là, l'hôtesse, elle, convaincue qu'ils viennent de lui donner son numéro de téléphone, elle le glisse dans sa poche. Lui se penche aux côtés de l'hôtesse et lui dit « Vous devriez lire le message ». Alors, elle déplie le papier et là, c'est écrit que j'ai une bombe et je vais faire sauter l'appareil si on n'obtempère pas à mes demandes. Et là, le dit Dan Cooper va ouvrir sa valise, montrer à l'hôtesse qu'il a des bâtons ce qui semble être des bâtons de dynamite reliés à des fils dans la mallette. Sa demande est simple. Il veut que l'appareil, au moment où il va se poser à l'aéroport de Seattle, il demande qu'on lui donne 4 parachutes, qu'on lui donne 200 000 $ en coupure de billets, des billets de 20 $, et en échange, il va libérer des passagers à bord de l'appareil. Alors, on obtempère à ses demandes, l'appareil se pose, on lui remet les 4 parachutes, on lui remet également la somme d'argent demandée, et l'appareil redécolle à nouveau. Et là, à ce moment-là, il y a, je te rappelle, à bord de l'appareil, le pilote, le copilote, l'hôtesse et ce Dan Cooper. Et alors que l'appareil, et là, il faut faire une demande très précise au pilote. Il lui dit, vous allez voler à une altitude de 10 000 pieds, vous allez voler à telle vitesse, 150 nœuds à peu près, et il demande à l'hôtesse de rejoindre pilote et copilote dans le poste de pilotage. Il est donc seul à l'intérieur de l'appareil. Et puis, vers 21h, alors que l'appareil se trouve à peu près à la hauteur de la frontière entre l'État de Washington et de l'Oregon, il y a un voyant lumineux qui indique qu'on a ouvert une porte. Il y avait, à l'époque, dans ces appareils, on parle ici d'un Boeing 727, et il y avait à l'arrière une porte qui s'ouvrait dans la queue de l'avion et une échelle qui descendait. C'était très, très typique des Boeing. Donc, notre Dan Cooper était un familier de ça. Il n'y avait que ces appareils-là qui avaient cette possibilité-là. Donc, il a ouvert la porte, on a vu le voyant lumineux, il a fait descendre l'escalier et il a visiblement sauté. Parce qu'on a senti une légère vibration et à ce moment-là, le pilote, copilote, on dit, bon, il a sauté. T'sais. Et on n'a jamais revu le fameux Dan Cooper en question. Jamais. Il y a eu une énorme enquête, et ce soir-là, il y avait des avions de chasse qui poursuivaient le fameux Boeing en question. Ils n'ont pas réussi, à cause du brouillard, ils n'ont pas réussi à voir Cooper sauter. Et le mystère est resté, pendant des années, on a fait des recherches. En 1900, l'argent n'est jamais réapparu sur le marché non plus. En 1980, une famille qui campait près de la rivière Columbia,
près de la rivière Columbia, dans l'État de Washington, près d'une ville qui s'appelle Vancouver, à ne pas confondre avec Vancouver en Colombie-Britannique. Eux ont trouvé enterré dans le sable 5 800 $ en billets de vin qui provenaient de la rançon donnée à Dan Cooper. Mais à part de ça, rien. C'est la seule trace qu'on n'a jamais trouvée. Et puis, il y a quelques années, le FBI, qui avait maintenu son enquête ouverte sur l'histoire de Dan Cooper, essayant de retrouver le personnage en question, ont clos leur enquête en disant, bon, on ne sait pas c'était qui. Et pourtant, ils ont interrogé des dizaines et des dizaines de suspects, mais malheureusement, en 2016, ils ont dit, on n'a absolument rien qui permet d'identifier notre bonhomme en question. Et l'affaire Dan Cooper, pour les Américains, c'est devenu une espèce d'énigme historique. Qui était ce mystérieux D.B. Cooper? Ça, c'est un nom que la presse lui a donné parce que son nom figurant sur la liste des passagers était bel et bien Dan Cooper. Donc, qui était-il? Et là, c'est devenu un peu une énigme à la Jack l'Éventreur. Qui était Jack l'Éventreur? Et là, c'est qui était Dan Cooper? Et là, tout le monde y est allé de son hypothèse. Ça devait être un spécialiste du parachute, un ancien militaire, un individu des services de renseignement, un type qui avait travaillé pour les compagnies d'aviation. Et là, voilà qu'on sait que dans les semaines qui ont suivi le saut de Dan Cooper, la police a reçu 5 lettres dactylographiées, supposément envoyées par le pirate de l'air. Mais évidemment, on n'en a pas la preuve. Les lettres sont dactylographiées, il n'y avait pas d'empreinte là-dessus. Et l'auteur a tapé « Je vous écris, je suis Dan Cooper ». Bon, maintenant, était-il vrai ou non le Dan Cooper en question? Et l'une de ces lettres-là, la 5e lettre, curieusement, comparativement aux autres, se terminait par une série de chiffres qui étaient 71, 71, 71, 684. Et tu vas voir que ça a son importance. Donc, on se resitue. Depuis 1971, on est à la recherche de ce Dan Cooper. Qui est-il? On spécule sur son identité. 2016, le FBI ferme son enquête après avoir interrogé des dizaines de suspects sans avoir réussi à identifier le personnage en question. Et là, le relais a été pris par des enquêteurs de salon, si on peut dire, un peu comme en Angleterre, il y a les ripérologistes, des gens qui se réunissent une fois par mois pour ressasser les éléments de l'enquête sur Jack l'Éventreur pour essayer de l'identifier. Et là, voilà que l'un de ces amateurs, en fait, on parle ici d'un groupe d'une 40aine de personnes, composé d'anciens agents du FBI, d'anciens policiers, des spécialistes en cryptographie, des enquêteurs de salon, bien sûr. Et là, ces gens-là ont remarqué, ont noté que ce fameux code que je t'ai mentionné, le 71, 71, 71, 684, correspondait à 3 séries de numéros associés à des contingents militaires durant la guerre du Vietnam. Et non seulement ça correspondait à 3 codes utilisés par des équipes militaires au Vietnam, mais de tous les suspects interrogés par le FBI, il y en a curieusement un qui a été interrogé en 1978 et il est le seul à avoir appartenu à ces 3 contingents militaires. Oh. Ce type-là s'appelle Robert Rockstraw. Il est toujours vivant aujourd'hui. Il a 74 ans. Il vit dans la région de Santiago. Et en 1978, c'est un ancien militaire, spécialiste. Il a une bonne connaissance du parachutage. Et ce type-là avait été interrogé en 1978 parce qu'il avait été arrêté pour d'autres crimes. Hein. C'était un petit escroc. C'était un type qui falsifiait des documents. Il avait été arrêté par la police. Et un des policiers de l'époque, en regardant sa feuille de route et en regardant le bonhomme en question, effectivement, il ressemblait étrangement à la tête de ce Dan Cooper dont on avait fait un portrait robot. Il venait de l'armée, il avait une spécialité dans le parachutage. Alors on s'est dit, tiens, c'est quand même curieux. Et on l'avait interrogé à ce moment-là, à savoir, on lui avait ouvertement posé la question, est-ce que tu es Dan Cooper? Il n'avait pas répondu par oui ou par non. Il s'était amusé à blaguer en disant pourquoi je pourrais bien ou je pourrais pas. Tu vois, un peu sans arriver à donner une explication claire, sans donner une affirmation claire. Et évidemment, il a fait de la prison pour les crimes pour lesquels il avait été arrêté. Il a fait quelques années en prison. Il a été libéré. Comme je te dis, aujourd'hui, 74 ans, notre bonhomme, il va à San Diego. Et là, maintenant, notre équipe d'enquêteurs de l'histoire sont persuadés que l'homme en question est bel et bien Dan Cooper. Alors là, évidemment, je ne sais pas ce qui va devenir avec ça. Est-ce qu'il y aura éventuellement une plainte qui sera officiellement remplie par les autorités? Est-ce qu'on va arrêter ce personnage-là, ce Robert Rumstack,
Rockstraw pour l'interroger à savoir si oui ou non il était à nouveau Dan Cooper. Enfin, bref, pour plusieurs, on vient de mettre un terme à une grande énigme historique, l'identité mystérieuse de ce Dan Cooper. Ouais, je suis allé voir sur le dailymail.co.uk, puis on montre les lettres qu'il envoyait. C'était toutes des petites lettres qui étaient des mots en fait qui étaient découpés dans le journal qui faisaient une phrase, là, comme dans les films d'horreur, là, quand un meurtrier communique avec les policiers. Oui, exactement. Ouais. Et c'est ça, la dernière lettre, c'est ça, contenait ce code de numéro. On savait pas pourquoi. On se dit, mais pourquoi, c'est quoi ces numéros-là, à quoi ça correspond? Et là, à en croire ce groupe d'une quarantaine d'enquêteurs, ça correspondrait, comme je l'ai mentionné, à 3 numéros d'unités spéciales utilisées durant la guerre du Vietnam. Et ce suspect, évidemment, appartenait à ces 3 groupes, donc il pourrait peut-être être le fameux Dan Cooper en question. On a trouvé une offre d'emploi qui est un peu étonnant, hein? Ouais, écoute, ce serait des vols. On sait jamais, hein, si t'es pas pris au Parti québécois, ouais. Là, si tu décides de faire, tu veux changer de job, voilà, il y a une compagnie aux États-Unis qui, en fait, cette compagnie-là gère. Bon, d'abord, il faut que je te mette dans le bain. Tout le monde a entendu parler de la fameuse zone 51. Oui. Donc, je rappelle pour ceux qui l'ignoreraient encore, c'est une base ultra top secret qui se trouve près d'un lac asséché qui s'appelle le lac de Groom Lake. Et c'est en plein milieu, ça se trouve dans le désert du Nevada. C'est au nord-ouest de Las Vegas et il n'y a rien aux alentours. Là. Vraiment, là, le village le plus près s'appelle le village de Rachel. J'y suis allé. Puis écoute, d'ailleurs, j'ai une petite anecdote à te raconter. J'étais allé à la base, puis là, 20 kilomètres avant d'arriver à la base, il y a des guérites qui te disent « Vous entrez dans une zone militarisée. » Il y a des pancartes le long de la rue qui disent « Deadly Force Authorized. » Écoute, tu peux te faire descendre, là. On niaise pas avec le POC. Et là, quand tu arrives à la gate, à la fameuse guérite en question, là, il n'y a rien, là. T'es au milieu du désert, il y a une guérite dans le désert. Fait que là, tu dis, écoute, l'autre bord de la guérite, j'entre dans la zone 51. Et j'étais là avec des amis, puis un caméraman, on tournait une émission de télé, et là, on voit sur les collines qui entourent cette fameuse guérite, on voit des camions blancs, le genre Cherokee blanc, puis on voit des gens à l'intérieur avec des jumelles qui nous observent. Ce sont des gardiens déployés par la base pour s'assurer de la sécurité. Alors écoute, ne misant que sur mon courage, je saute l'autre bord de la guérite. On s'entend bien, là, la guérite, c'est simplement une espèce de bras de bois là, qui t'interdit le passage. Fait que je saute l'autre bord de ce fameux bras de bois. Je saute de l'autre côté. Et là, je dis au caméraman, là, je suis dans la zone 51. Je ressaute de l'autre bord. Là, je dis, je suis en dehors de la zone 51. Je ressaute de l'autre bord de la guérite. Je dis, je suis dans la zone 51. Donc, je fais ça 4 ou 5 fois. Des allers-retours de chaque côté de cette fameuse guérite. Tout le monde, on rigolait bien. On rigolait bien. Et là, soudain, il y a une des camions qui a commencé à faire tourner des gyrophares. Puis là, il nous a fait il a fait sonner son klaxon. Ça voulait dire, vous avez fait votre petit numéro, les boys, sacrément votre camp. Et qu'est-ce que tu dis à ton caméraman? J'ai dit, n'écoutant qu'à mon courage, j'ai dit, on décalisse. Donc, tout ça pour te dire que cette base-là, elle est ultra top secret. Ouais. Elle est connue depuis les années 50 par les spécialistes de l'aviation, faut bien le mentionner, parce que c'est à l'ombre de ces hangars que l'armée américaine a développé ses avions espions. Ça commence avec l'avion U-2, le SR-71 Blackbird, l'avion F-117, que la technologie des furtifs. Et depuis les années 80, une rumeur s'est répandue voulant que dans cette base, on y développerait non seulement des super avions espions américains, mais l'armée américaine aurait récupéré des ovnis, des engins extraterrestres. Ils seraient gardés dans ces hangars et une poignée d'ingénieurs seraient embauchés pour démonter ces appareils, ce qu'on appelle de la rétro-ingénierie, et démontrer ces appareils pour voir quelle est la technologie extraterrestre et voir si on peut l'adapter sur les avions de l'armée américaine. Donc, c'est un peu la rumeur qui circule autour de la zone 51, mais disons qu'on fait pas joujou avec ça. Et cette base-là, pendant des années, l'armée disait ça n'existe pas, même si on avait des photographies qui montraient la base en question. Maintenant, c'est un peu plus difficile, parce que les gens qui nous écoutent peuvent aller simplement là
sur Google Maps, par exemple, il tape dans Google Maps le mot Google Earth, il tape simplement les mots Groom Lake, Nevada, et ça va les amener au-dessus de la base. Donc, ils vont voir la base où elle se trouve, là, mais on ne peut plus le cacher maintenant, et les autorités américaines, il y a quelques années, ont reconnu, on parle du milieu des années 2000, ont reconnu officiellement l'existence de la base, et effectivement qu'on y développe des avions furtifs, mais ils ont nié, bien sûr, qu'il y ait là quelques activités associées à des engins extraterrestres. Et tout ça nous amène à notre fameuse nouvelle du jour. Donc, il y a une annonce qui paraît dans un magazine à Las Vegas, parce qu'il faut savoir que les gens qui travaillent dans cette fameuse base n'habitent pas là. Ils habitent pour la plupart dans la région de Las Vegas. Donc, chaque matin, un avion nolisé, sans identification, qui est géré par une compagnie qui s'appelle Janet Airlines. Mais Janet Airlines n'existe pas, ne cherche pas ça dans les livres de compagnie, ça n'existe pas. On ne sait pas ce que ça veut dire, on ne sait pas quel est l'acronyme de Janet, mais bref, cette compagnie-là n'existe pas. La compagnie est gérée par une autre compagnie, un sous-traitant de l'armée qui s'appelle la compagnie AECOM, à Las Vegas. Et évidemment, tout ça se fait dans le plus grand secret. Et là, la compagnie AECOM vient de publier une annonce. On est à la recherche de personnel de bord. Donc, on recherche des hôtesses ou des stewards pour pouvoir accompagner ces travailleurs qui, chaque matin, partent de Las Vegas sur ces avions nolisés vers la zone 51 et en reviennent tous les soirs. Donc, on demande des hôtesses ou des stewards pour assurer ce travail. Et ce qui est amusant, c'est que l'annonce dit: vous ne devez pas, vous devez être en mesure de gérer le stress que pourrait amener des menaces, soit pour un pirate de faire sauter un des avions, de détourner l'appareil, etc. Parce qu'évidemment, la compagnie se fait souvent menacer de toutes sortes de trucs comme ceux-là. Ouais. Vous devez également, et ça c'est assez amusant, vous devez également garder le secret le plus absolu sur les destinations à laquelle l'avion va et les allers-retours de ces appareils, et également garder le secret absolu sur tout ce que vous pourriez voir durant ces fameux vols. Alors, inutile de dire que si vous êtes intéressé, vous allez être certainement trié sur le volet et passer des mesures de contrôle et de sécurité avant d'avoir votre mandat d'embauche. Mais c'est quand même surprenant qu'on passe par une espèce d'annonce, de petite annonce, pour recruter des agents de bord pour des vols aussi surprenants que ceux qui conduisent ou qui amènent chaque matin le personnel dans la zone 51. Mais il est de là le questionnement. T'sais, si c'est si secret que ça, pourquoi passer par les petites annonces pour trouver des gens qui vont devoir demeurer dans le secret par la suite? C'est un peu comme si la CIA recherchait des espions pour des missions incroyables dans le Journal de Québec. C'est... Je me suis posé exactement la même question. Bon, évidemment, on parle ici d'un magazine qui s'adresse surtout à du personnel volant, là. C'est pas une petite annonce qui est parue quand même dans l'hebdo du coin, mais c'est quand même étonnant que la compagnie fasse appel, ou passe une annonce dans un magazine, disons, public, pour aller chercher, pour recruter du personnel qui vont être chargés d'accompagner ce personnel-là dans une base qui est considérée sans aucun doute comme la base la plus secrète au monde, la base de la zone 51. Je veux pas dégonfler la balloune de personne, là, mais c'est peut-être une façon pour cette entreprise-là de ressortir un peu du lot et d'avoir des candidatures incroyables pour ses prochains vols. Là. Non, c'est sûr, sans aucun doute. Tu dis, mais tout ça est quand même surprenant. Moi, j'ai lu la nouvelle, je suis allé voir l'annonce en question. Je me suis dit, c'est quand même surprenant qu'on fasse appel à du public de cette manière-là. Mais enfin, alors, avis aux intéressés. On pourrait aller visiter le Titanic dans quelques mois, Christian? Et ça, c'est une nouvelle incroyable parce que, je vais te l'avouer, c'est un de mes rêves. Ah oui? J'ai fait plein de trucs dans ma vie, mais il y a une chose que je n'ai jamais fait. Je suis jamais descendu en eau profonde avec un sous-marin. J'ai déjà fait un tour de sous-marin, une petite balade en sous-marin, comme probablement beaucoup d'auditeurs ce soir là, qui nous écoutent. On peut faire ça dans les Key West, par exemple. Il y a des sortes d'autobus sous-marins
qu'on paie, puis ils nous descendent à quelques mètres en profondeur, là, puis on voit des poissons tropicaux. Ouais. Et je l'ai fait une seconde fois dans le Loch Ness. Ah, je te trouve courageux. Tu sais que moi, j'ai embarqué dans la marine, hein? Ah oui? Oui, puis ma première mission en sous-marin, quand on était sous l'eau, j'ai eu un peu de misère. Ils m'ont mis dehors parce que moi, je dormais toujours la fenêtre ouverte. Je m'attendais à un truc comme ça. J'étais agoraphobe, donc j'aurais l'écouter. Mais bref, c'est ça. Donc, je l'ai fait une fois en Floride, dans des eaux relativement limpides. C'était vraiment spectaculaire. Dans le Loch Ness, écoute, tu vois pratiquement rien. Le Loch Ness, c'est des eaux très boueuses. Il aurait fallu que le monstre du Loch Ness vienne se coller le nez sur le hublot pour qu'on puisse voir quelque chose. Mais enfin, je l'ai fait 2 fois, mais on parle ici d'eau peu profonde. Hein. Ce sont des descentes en sous-marin de quelques mètres, quelques dizaines de mètres au maximum. Et là, voilà qu'on nous propose, en fait, une compagnie américaine au nord de Seattle, dans l'État de Washington, à Everett. La compagnie en question se propose, elle annonce que cette semaine, elle va recevoir, elle va mettre la main sur sa dernière livraison, un petit submersible qui pourra descendre à ces grandes profondeurs, parce que je rappelle aux gens que le Titanic est sombré dans la nuit du 14 au 15 avril 1912, et on le sait, Kate Blanchett a survécu, mais mais le navire a sombré, il y avait 2200 passagers à bord, il y a eu à peu près 1500 morts, 700 survivants, et le navire, le Titanic, faisait sa traversée inaugurale de Southampton à New York, lorsqu'il a frappé un iceberg vers à peu près 21h dans la soirée du 14 avril. J'étais encore perplexe sur la finale de Titanic, je dois te le dire. Ah ouais? L'animatrice principale à la fin avec Léo, là, était sur un genre de panneau, mais il y avait de la place pour 2. Pourquoi le laisser mourir? Puis elle a laissé partir Léo. Il y avait vraiment de la place pour 2. Là. Oui, c'est ça. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Peut-être que le panneau aurait coulé avec le poids de Léo. C'est tellement un grand gaillard et un solide gaillard. Mais enfin, on s'est fait avoir. Ouais, c'est ça. Donc, bref, le navire repose à peu près à 650 kilomètres à l'est de Terre-Neuve, au sud-est de Terre-Neuve, et il repose sur le fond de la mer. Il faut savoir que, de façon générale, le fond de la mer, le plancher océanique, se situe à 12 000 pieds de profondeur, à peu près 4 000 mètres, et c'est là que se trouve le Titanic. Il y a quand même des abysses, là, si on s'entend. L'abysse des Mariannes descend à 36 000 pieds de profondeur, là, au large du Japon. Donc, on a des fosses abyssales. Mais de façon, là, le standard du fond océanique est à peu près à 4000 mètres, et c'est là que se trouve le Titanic. Et jusqu'à maintenant, seuls quelques spécialistes des océanographes ont eu la chance de se rendre jusqu'au Titanic. Je rappelle également qu'il a été découvert en 1985 par la Woodhull Oceanographic Institution, qui se trouve aux États-Unis, au Massachusetts. Et c'est un type qui s'appelle Robert Ballard qui avait découvert le Titanic, le même qui a retrouvé quelques années après le fameux Bismarck, le navire de guerre de l'armée allemande. Donc, ce Robert Ballard est celui qui a trouvé le Titanic. Et là, depuis, évidemment, quelques expéditions y sont allées. Ils ont photographié l'épave. On a même envoyé des petits robots à l'intérieur de l'épave. On sait également que James Cameron y est allé, qui a fait un documentaire sur le Titanic. Mais ça reste quand même essentiellement accessible ou bien à des océanographes, à des recherches scientifiques ou encore à quelques milliardaires. Je sais qu'en Russie, ils ont quelques sous-marins qui sont capables de descendre au Titanic et ça coûte à peu près 100 000 $ pour avoir une place à bord de l'un de ces sous-marins pour descendre voir l'épave du Titanic. Et là, voilà que cette compagnie de Everett, comme je t'ai mentionné, qui s'appelle Ocean Gate, va recevoir ce mois-ci leur dernier sous-marin, un petit submersible, qui sera capable d'amener 5 passagers en eau profonde, atteindre cette fameuse profondeur du 4000 mètres. Alors là, on va faire quelques tests au cours du printemps, et si tout va bien, dès le mois de juin, on pourra amener les premiers passagers visiter l'épave du Titanic. Mais évidemment, on parle quand même, le billet sera quand même de quelques milliers de dollars. Là, ça sera pas quelque chose à 50$, là, on s'entend bien là-dessus. Ouais. Mais c'est quand même quelque chose de très spectaculaire. Je dois t'avouer que dès qu'ils ont annoncé ça, le Ocean Gate, il y a eu une espèce de tollé quand même, parce que tu comprends que il y a toutes sortes de gens qui défendent l'accès au Titanic. C'est-à-dire, dans un premier temps, tu as les gens, les amis du Titanic, entre guillemets, qui rappellent que l'épave est quand même un endroit où est décédé 1500 personnes. Donc, c'est
d'en faire une espèce d'attraction touristique. Il y a quelque chose un peu de malsain, même de scabreux dans cette histoire-là. Ouais. Si on amène voir les gens l'épave du Titanic pour le plaisir de voir l'épave. T'sais. Donc là, il y a ces gens-là, il y a une espèce de gêne par rapport à ça. Et d'un autre côté, tu as les scientifiques également qui sont pas tout à fait d'accord avec ça, parce que entre le moment où l'épave a été découverte en 1985 et aujourd'hui, l'épave s'est énormément détériorée. Et elle s'est détériorée simplement à cause du mouvement de l'eau. Il faut savoir que l'épave du Titanic, d'abord, le navire s'est brisé en deux, comme le film l'a bien montré, et ces deux morceaux de l'épave gisent, comme je l'ai mentionné, à 4000 mètres de profondeur, avec un champ de débris entre les deux. Ils sont à peu près éloignés, l'avant de l'arrière sont à peu près éloignés d'un demi-kilomètre. Et avec le mouvement des sous-marins, des submersibles autour, ont endommagé l'épave. Parce que l'épave, là, quand on l'a découvert, elle semblait très belle, mais en réalité, elle tient par de la rouille et par des micro-organismes qui ont littéralement rongé tout l'acier du bateau. Et le moindre mouvement dans l'eau, un changement de température, peu importe, contribue à endommager l'épave. Et entre les photographies prises en 1985 et les photographies prises il y a 2 ou 3 ans, on voit qu'une dégradation, par exemple, sur le devant du navire, sur la proue du navire, il y avait une sorte de grand mât avec un nid de pie, où il y avait le fameux Monsieur Fleet avec ses jumelles qui a vu arriver le iceberg. Lorsque l'épave a été trouvée, on voyait encore le nid de pie monter sur le mât. Le nid de pie et le mât ont complètement disparu aujourd'hui. Il a fallu que les 20 ou 30 dernières années, la présence de plusieurs sous-marins autour ont suffi à détériorer cette partie et certains artefacts ont littéralement disparu. Alors évidemment, les historiens, les archéologues et bien sûr les océanographes ont soulevé un peu une sorte de réserve en disant « Ouais, mais amener des touristes de manière presque quotidienne ou hebdomadaire sur l'épave du Titanic, c'est plus de mouvement dans l'eau et ce mouvement-là, bien évidemment, risque de détériorer davantage l'épave. » Tout ça étant dit, je ne te cacherai pas que quand même, c'est un de mes grands rêves. J'aimerais faire une descente en eau profonde et pourquoi pas, tant qu'à le faire, aller voir l'épave du Titanic. Ah, je te le souhaite, mon ami. Mais tu disais, bon, il y en a qui sont un peu plus réfractaires parce qu'ils disent, bon, il y a des gens qui sont décédés à l'intérieur du Titanic, faire quelque chose de touristique avec tout ça, c'est épouvantable. 1944, débarquement de Normandie, il y a plein de gens qui vont voir les plages de Normandie. C'est quand même 360 Canadiens, 359 précisément, qui sont décédés. Les gens vont là pour voir la plage, puis essayer de s'imaginer un peu comment ça s'est passé. Il y a comme une certaine éducation qu'on peut faire en même temps, là. T'as tout à fait raison. Donc, c'est-à-dire que oui, il y a toujours cet aspect touristique de dire, bon, on va voir ça parce que c'est touristique. Mais d'un côté, tu peux le prendre par cet aspect-là, en essayant de faire pleurer dans les chaumières, en disant, ah, c'est dommage, il y a 1500 personnes qui sont mortes à bord du Titanic, tout ça. Mais d'un autre côté, faut pas se le cacher, par exemple, tu peux visiter, ils ont construit une espèce de pont flottant avec du verre à Hawaï pour que tu puisses voir les épaves qui sont au fond de la baie de Pearl Harbor. Oui. Tu sais, je veux dire, donc à un moment donné, les gens vont là, c'est un énorme site touristique, là, le port de Pearl Harbor. Les gens vont là, on peut voir, si ma mémoire est bonne, c'est le USS Arizona, où on a construit une espèce de pont dont le plancher est vitré, ça nous permet de voir l'épave sous la mer. Oui. Bon, et encore là aussi, on pourrait jouer la carte en disant, oui, mais il y a plein de gens qui sont décédés durant l'attaque japonaise sur Pearl Harbor. C'est tout à fait vrai. Mais néanmoins, on a transformé ça en une espèce de mémorial touristique. Donc, quelle est la différence entre ça et aller voir l'épave du Titanic, tu sais? Écoute, à Boston, j'avais vu un endroit qui était réservé. Je sais pas si tu l'as déjà vu. C'est un endroit qui est réservé pour rendre hommage aux Juifs qui sont décédés durant la Deuxième Guerre mondiale. Puis, écoute, je lisais les noms des gens sont inscrits, puis je lisais chaque nom. Puis, tu sais, il y a une certaine éducation là, au-delà de peut-être de certaines personnes qui vont y aller par voyeurisme. Là, il y a de l'éducation en plus de ça. Je pense que tout part de l'éducation, Christiane. Oui, l'un des sites les plus touristiques de Paris, le cimetière du Père-Lachaise. Ah ben oui, c'est un très bon exemple. Bien sûr, les gens y vont parce que, on se rappelle, il y a la tombe, pour les Nord-Américains, il y a le lien, c'est surtout la tombe de Jim Morrison, qui se trouve au cimetière du Père-Lachaise. Mais il y a plein de célébrités qui ont été enterrées au cimetière du Père-Lachaise, qu'on pense à Simone Signoret, à Édith Piaf, Sarah Bernard sont enterrées au cimetière du Père-Lachaise. Et la tombe la plus fleurie du cimetière,
pour beaucoup de gens, elle semble être celle d'un inconnu qui s'appelle Allan Kardec. Les gens visitent le cimetière. On s'étonne tout le temps que la tombe de ce mystérieux Allan Kardec soit toujours fleurie 365 jours à l'année. En fait, plus fleurie que ne l'est la tombe de Jim Morrison. Or, pour beaucoup de gens, le nom de Allan Kardec semble tout à fait un inconnu. Mais bon, pour les gens qui s'intéressent au paranormal, le nom d'Allan Kardec, c'est quand même le pape du spiritisme, là, des créateurs, qui a donné en fait le coup d'envoi un peu au mouvement spirit qui s'est développé en Europe à partir de la deuxième moitié du 19e siècle. Et ce Allan Kardec était comme considéré, Allan Kardec, c'était son nom de médium, si je puis dire. De son vrai nom, le type s'appelait Hippolyte Rivail, et de son nom de médium, Allan Kardec. Il est décédé aux alentours de 1872, et encore aujourd'hui, c'est la tombe la plus fleurie du cimetière du Père-Lachaise. Chaque jour, des gens, des dizaines de gens vont porter des gerbes de fleurs sur la tombe d'Allan Kardec. Mais, encore une fois, ça nous revient, si on le ramène à notre truc du Titanic, on est un peu dans le même genre, c'est-à-dire que, oui, il y a un aspect touristique autour de ça, mais en même temps, tu l'as mentionné, faire un peu d'éducation, ça fait jamais de tort. Les fameuses photos satellites de Google ont révélé des trucs qu'on voulait pas nécessairement révéler. Ça devient un peu embêtant, tu sais. Donc, on le sait, Google utilise des photos satellites pour mettre à jour ses logiciels comme Google Earth ou Google Maps. Et bon, ben évidemment, une fois que tout ça est mis à jour, il y a des petits malins qui passent leur journée un peu à regarder, à faire des zooms sur des images, à regarder différentes zones. Et comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, lorsqu'on parlait de la zone 51, cette fameuse base de Groom Lake, comme je l'ai mentionné, les gens vont sur Google Earth, tapent Groom Lake, Nevada, puis ça vous amène directement au-dessus de la base. Même si l'armée américaine aurait continué à maintenir que la base n'existait pas, que ce n'était qu'un fantasme, ben c'est bien difficile quand on peut avoir une photographie de satellite qui nous montre la base. Et là, voilà que Google a fait une sorte de mise à jour de ces photographies satellites, de certaines zones en particulier. Et sur l'une de ces photographies, ces fameux petits malins, évidemment, qui suivent un peu l'activité militaire, l'activité ultra secrète ou la fine pointe du développement en aéronautique, on dit, tiens, on va aller voir différents sites utilisés par l'armée américaine, et voilà qu'ils se sont retrouvés au-dessus d'une piste d'atterrissage qui est utilisée par la compagnie Lockheed Martin. Ça se trouve en Floride. C'est un peu au nord-ouest de West Palm Beach. Et là, il y a un terrain d'atterrissage qu'on utilise, que la compagnie Lockheed Martin utilise pour faire des essais sur des nouveaux prototypes. Et en zoomant sur l'image, on voit apparaître sur la piste d'atterrissage un appareil comme on n'en a jamais vu. On voit distinctement un appareil qui ressemble à une pointe de flèche. Il est un peu plus gros qu'un camion. Il est sorti du hangar. Et là, évidemment, on s'interroge parce que, quel est cet appareil? Ces lignes aéronautiques ne ressemblent absolument à rien de connu. Or, dans le domaine de l'aviation de pointe, depuis quelques années, on parle que l'armée américaine serait à développer un avion sans pilote. Il n'a pas de nom officiel, là, mais les amateurs l'ont surnommé le SR-72 en se référant au fameux SR-71 Blackbird des années 60, ou encore l'appareil Hyper-X. Et là, on raconte que cet appareil serait capable d'atteindre quelque chose comme 7500 km à l'heure. C'est 6 fois la vitesse du son. Et là, évidemment, toutes sortes de magazines en aéronautique ont parlé de ce développement, ce super avion, et l'armée américaine a toujours maintenu, non, c'est un fantasme, on travaille pas là-dessus. Mais là, soudain, on voit apparaître cette photo, et comme je le dis, là, la photo, on le voit très, très bien, on voit très, très bien cet appareil sur la piste. Et là, évidemment, les gens ont posé la question, est-ce le fameux SR-72 ou l'Hyper-X? On a posé la question au Pentagone, à l'armée de l'air américaine, et on l'a posé également à Lockheed Martin, qui, faut-il le dire, est le principal sous-traitant de l'armée américaine. Et bien sûr, tout le monde font un peu le muet autour de cette affaire-là. T'sais, on dit non, on sait pas ce que c'est, on n'a pas d'idée. Et pourtant, Google semble bel et bien avoir révélé l'un des secrets les mieux gardés de l'armée américaine en affichant cette photographie où on voit le dit prototype en question sur la piste. Je suis allé voir sur Google ma maison pendant que tu étais en train de me parler, puis j'avais pas fait le ménage cette journée-là. Ah, OK. Ça peut révéler des affaires bizarres, hein? Parce que tu comprends, tout ça est fait en toute légalité, là. Il n'y a rien qui interdit ça, là. C'est-à-dire que, évidemment, selon la loi à la vie privée,
les plaques des voitures, généralement, les plaques numérologiques sont généralement un peu rendues floues. Oui. Le visage des gens également qui déambulent sur les trottoirs, tout ça, donc on les rend flous pour ne pas qu'on puisse les reconnaître. Mais en dehors de ça, à partir du moment, parce que la loi, en tout cas, je peux pas m'exprimer sur partout dans le monde, mais la loi nord-américaine nous permet de photographier ou de filmer n'importe quoi à partir d'un lieu public. Okay. Si l'objet filmé, et dans le cas d'une personne, si cette personne-là est dans un parc public, si elle n'est pas l'objet de la photo que je prends, ben ça a passé dans le cadre, puis je l'ai pris en photo, ben tant pis pour elle, tu comprends? Ouais. Et c'est comme ça, par exemple, tu peux aller devant des résidences, les journalistes, par exemple, quand ils font leur boulot, puis bon, on parle de la maison de Mom Boucher ou d'un autre, on se place sur le trottoir ou dans la rue, et on peut à loisir filmer la maison en question, même si ça déplaît au propriétaire, il a beau sortir dehors puis nous vociférer après. Tout ce qui est visible du trottoir. Tout ce qui est visible du trottoir, moi je peux le filmer. Il n'y a pas de problème, non. Donc tu comprends que vu de l'espace, si c'est visible depuis l'espace, ben je vais le prendre en image aussi. Ouais. Donc il n'y a pas une loi qui interdit ça. Il y a certains endroits qui sont interdits de survol par des avions. Par exemple, tu n'as pas le droit de survoler le Pentagone, tu n'as pas le droit de survoler la Maison-Blanche. Ces endroits sont des zones interdites de survol. Tu n'as pas le droit de voler au-dessus de la fameuse base de la zone 51. Je me rappelle, il y a quelques années, il y avait un journaliste un peu casse-cou comme ça qui s'était embarqué dans un avion puis il avait essayé de survoler la base de la zone 51. Écoute, il était à peu près à 10 km de la base, il s'est fait appeler par une tour de contrôle en lui disant que s'il rebroussait pas ce chemin, on allait l'abattre. On allait abattre son avion. Fait que tu comprends que le type a rebroussé chemin. Donc, il y a des endroits qui sont interdits de survol, mais on parle d'espace aérien. Mais lorsqu'on est rendu dans l'espace, une photographie satellite demeure une photographie satellite. Donc, tout ça se fait de façon tout à fait légale. Donc, tant pis si ce jour-là, l'armée américaine avait sorti son fameux prototype, il l'avait amené sur l'une des pistes pour essai. Ça donne qu'au même moment, le satellite de Google, le prend en photo, et voilà, le secret est mis à jour. Une question pertinente d'un auditeur. Tout à l'heure, tu parlais du fameux Dan Cooper qu'on recherche depuis 1971. Oui. L'auditeur se demande pourquoi avoir laissé une trace pour qu'on puisse remonter à lui. Tu vois, ça, c'est toujours un peu les questions qu'on peut se poser. C'est-à-dire que pourquoi un criminel va faire ça, mais ils sont nombreux à avoir fait ça. C'est un peu, dans le cas de Dan Cooper, on peut se demander, d'ailleurs, les gens qui le connaissent, ou les anciens gens, ses anciens compagnons alors qu'il était durant la guerre du Vietnam, on dit de lui, c'est un type qui était très narcissique. Hein? Il aimait se vanter d'exploits qu'il faisait. Est-ce que, en supposant que la lettre est authentique, parce que ça, faut bien le mentionner, on n'a pas la preuve que la lettre a bel et bien été écrite par Dan Cooper. Je te rappelle, par exemple, que dans le cas de Jack l'Éventreur, la police de Scotland Yard a reçu durant l'automne 1888, donc durant le règne, entre guillemets, de l'Éventreur, elle a reçu quelques 300 lettres, toutes signées Jack the Ripper, Jack l'Éventreur, mais jamais signées de la même main, et visiblement, la plupart des experts croient que toutes ces lettres sont toutes fausses. Ah oui? De toutes les lettres que la police a reçues, ou de toutes les lettres qui sont archivées, on ne croit qu'une seule lettre a été écrite par le tueur de Whitechapel. Et cette lettre-là n'a pas été envoyée à la police, n'a pas été envoyée à des agences de presse. Elle a été envoyée, il faut savoir qu'en 1888, au moment où il y avait les crimes de l'Éventreur, il y avait une espèce de comité de vigilance qui s'était développé dans les rues de Whitechapel, donc des gens, des civils qui patrouillaient les rues avec des gourdins. Et eux disaient, évidemment, il y a tout le temps un peu une espèce de confrontation politique autour de ça. Ouais. Eux se plaisaient à dire aux journalistes, nous, on va réagir, on va attraper l'Éventreur alors que la police ne fait rien parce que c'est des gens miséreux, parce que c'est des quartiers pauvres. Si ces crimes-là avaient eu lieu dans les quartiers riches, on aurait mis le grappin dessus, etc., etc. Donc, on se faisait une espèce de capital politique autour de ça. Et donc, ce comité de vigilance était dirigé par un type, il y en avait plusieurs, mais l'un de ces comités était dirigé par un type qui s'appelait George Lusk. Or, le 16 octobre 1888, le fameux George Lusk reçoit une lettre avec un petit colis. Dans le colis, on retrouve la moitié d'un rein. Et la lettre qui accompagne le colis dit ceci, elle commence par « de l'enfer ».
Et ensuite, ça se lit. Cher Monsieur Lusk, vous trouverez ci-joint la moitié d'un rein que j'ai prélevé sur ma dernière victime. L'autre moitié, je l'ai fait frire et je l'ai mangé. C'était délicieux. Si vous attendez un peu, peut-être vous enverrai-je le couteau avec lequel je l'ai prélevé. Et la lettre est simplement signée « Attrapez-moi quand vous le pourrez, Monsieur Lusk ». Cette lettre-là, de toutes les lettres reçues durant l'automne de 1888, est la seule lettre qui n'est pas signée Jack the Ripper. Comme si l'auteur de la lettre se refusait d'être associé à Jack l'Éventreur. Comme si Jack l'Éventreur, c'est une invention des journalistes. Moi, je ne suis pas Jack l'Éventreur. Je suis le vrai tueur de Whitechapel. Donc, Jack l'Éventreur a fait ça. On pense dans les années 60, un tueur qui n'a jamais été pris aux États-Unis, un véritable mystère, le tueur du Zodiac. Il a fait plusieurs victimes entre 1967 et 1969 dans la région de San Francisco. Il avait un accoutrement un peu particulier. À un moment donné, il s'était présenté à ses victimes vêtu d'une espèce de cagoule de bourreau avec un plastron sur lequel il y avait une espèce de rond avec une croix dedans, là, comme une cible qu'on retrouve là, dans le collimateur d'une carabine. Et il avait poignardé ses victimes. Il envoyait des lettres à la police en disant « c'est le Zodiac qui parle ». En fait, il envoyait ses lettres au San Francisco Chronicle, un journal de San Francisco. Et là, il disait « c'est le Zodiac qui parle ». Et il accompagnait ses lettres de messages codés dont certains n'ont jamais été décryptés. Le type n'a jamais été arrêté et on n'a aucun doute que ces lettres-là, contrairement à celles de Dan Cooper, on n'a aucun doute que les lettres du Zodiac étaient bel et bien celles de l'assassin. Parce que dans certains cas, il a même envoyé des morceaux par exemple, il a tué un chauffeur de taxi à un moment donné, il a pris sa chemise, il l'a déchirée, une chemise ensanglantée, et à un moment donné, dans une lettre qu'il a envoyée au San Francisco Chronicle, il avait mis un morceau de la chemise dans l'enveloppe. Pour bien montrer que c'était bel et bien lui. Donc, on n'a aucun doute que l'auteur des lettres était le tueur du Zodiac. Et puis, dans les années 80, il va continuer d'envoyer des lettres à la police, et puis, à un moment donné, il disparaît de la circulation. Et c'est devenu une espèce d'énigme pour les Américains. Le Zodiac est un peu l'équivalent de Jack l'Éventreur pour les Britanniques. Oui. Est-ce que Dan Cooper a un peu cédé à cette obsession qu'avait un peu comme le Zodiac ou l'Éventreur, cette envie d'écrire à la police, de dire « Oh, coucou, je suis ici, vous m'avez pas eu ». Donc, une espèce de sentiment de supériorité, c'est possible. Il est possible aussi que les lettres n'aient jamais été écrites par le Dan Cooper en question. Le Dan Cooper en question s'est peut-être simplement tué en sautant en bas de l'avion. Comment expliquer que l'argent de la rançon n'ait jamais été remis en circulation? On peut se poser cette question-là. On n'a jamais retrouvé un simple dollar qui a été mis. Jamais. Les 5 000, on a retrouvé, comme je l'ai mentionné, on a retrouvé 5 800 $, des liasses de billets, enterrés dans le sable sur une plage près de la rivière Columbia, près de la ville de Vancouver, dans l'État de Washington. Mais c'est, à part cet argent-là, c'est quelques liasses qui avaient été enterrées dans le sable. Jamais un seul billet n'aura fait surface sur le marché. Jamais. Christian Page, toujours très intéressant. On invite les gens à aller faire un tour sur ta page Facebook ou encore sur ton site internet christianpage.ca. Absolument. Merci beaucoup. Salut, bonne soirée. Bye. Bonne fin de soirée. 8h55, on fait une courte pause. Juste noter qu'on a parlé à Christian pendant peut-être une quarantaine de minutes. L'entrevue sera disponible vers les alentours de 22h30 au www.radiox.com. Marceau, le soir. Radio X.